cette vision pour concrétiser enfin qu'il a été élu directement avec son peuple. Vous avez vu que pendant la campagne électorale, il s'est adressé directement à son peuple. Aidé naturellement par ceux qui l'ont toujours accompagné de la majorité présidentielle, mais aussi de la société civile. Est-ce que, évidemment, depuis que le président a commencé à poser des actes, il en a posé 2 qui sont significatifs, c'est de désigner Aubin Minakou comme candidat pour la majorité pour l'Assemblée nationale et de nommer Matata Ponyo comme Premier ministre chef du gouvernement. 2 hommes, une quarantaine d'années, jeunes énarques des universités congolaises, n'ayant pas un passé sulfureux, vous l'avez dit, pas de dinosaures. Est-ce que ceci peut être interprété comme étant un signal? Et si c'est un signal, comment le concrétiser? Comment ne pas en faire simplement un effet d'annonce? Non, ce n'est pas un effet d'annonce parce que d'abord, le président de l'Assemblée nationale, il est élu par l'ensemble des députés au Parlement. C'est-à-dire, c'est la démocratie. Ce n'est pas une désignation. Mais il était aussi seul, hein, candidat. Oui, mais c'est ça la discipline, justement, des plateformes. Deuxièmement, le Premier ministre découle de la vision d'un président de la République qui veut effectivement radicalement changer les choses. Ce n'est pas un effet d'annonce en ce sens que l'approche... Quel est le signal que l'on veut faire passer? Est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce que c'est la compétence scientifique? Est-ce que c'est la loyauté? Est-ce que c'est l'humilité? Quel est le signal principal? Le faisceau principal par lequel... Le signal le plus important, c'est le privilège de l'intérêt général. Le privilège du travail. Surtout le travail bien fait. Le privilège d'écoute et de l'humilité. C'est ça le signal fort. On ne doit plus faire la politique folklore. On ne doit plus faire de la politique ronflante. On doit faire de la politique pour des résultats. Matata, ministre des Finances, a prouvé que la monnaie pouvait être stable, le cadre macroéconomique pouvait être stabilisé et l'inflation gérée. Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, a montré qu'on pouvait avoir la discipline de parti, on pouvait être moins conflictuel, on pouvait être loyal tout en travaillant d'une façon efficace. Rappelez-vous qu'il y a eu certains responsables à un moment donné qui ont dit « Je suis faiseur de roi, c'est grâce à moi que le président est là où il est, où il a obtenu telle chose. » Non. Des 2 qu'on vient de citer, beaucoup ont été d'une humilité parce qu'ils savent qu'ils sont des collaborateurs, que c'est la somme du travail des collaborateurs qui fait que le chef soit consolidé dans ce qu'il fait. Donc le signal est nous voulons être au service de la nation. Ce qui demande encore, qui implique une autre question, c'est que les profils des ministres, parce que tout à l'heure là, je vous sentais presque monter un peu au créneau en vilipendant les chefs des partis, en disant ils ont toujours été là, ils veulent être là et tout ça. Ça veut dire en réalité, on va ramener le profil des ministres au prorata, Matata, Aubin Minakou? Non, pas forcément ça. Il n'y a pas du tout... y a-t-il un déni de chef de parti? Bien au contraire. Alors, bien au contraire. Il faut comprendre qu'un gouvernement, c'est une équipe d'animateurs des départements pour atteindre un objectif. Un chef d'État est élu sur base d'un programme. Les 5 chantiers autrefois, révolution de la modernité maintenant. Et il faut de la disponibilité, de la force, de la compétence, mais aussi une synergie des points de vue. Ce qui a handicapé les mandats précédents, c'était qu'il y avait des responsables, peut-être compétents individuellement, mais qui ne voyaient pas les choses de la même manière. Il y en avait certains qui pratiquaient ce qu'on appelait le DCRP, d'autres disaient que les 5 chantiers du chef de l'État, d'autres parlaient du programme du gouvernement, et on ne comprenait pas qu'il y avait un côté, quelqu'un qui était élu pour réaliser un programme, c'était Joseph Kabila, et les gens de la majorité présidentielle qui devaient l'accompagner pour cela. Mais comme c'était un homme civilisé, un homme, on va dire, politique et père de la nation, mais qui était là dans une configuration, on va dire, pas de partage de pouvoir, mais de gouverner ensemble, le Palou, l'UDEMO, eh bien,
il a cheminé avec ses compatriotes, comme il a fait pendant la transition. Et avec des résultats que vous connaissez. Alors voilà. Aujourd'hui, oui, nous avons une synergie, on va dire une vue linéaire, avec un Premier ministre découlant d'une pensée, c'est le chef de l'État, avec l'ensemble de... C'est pour ça qu'ils ont été consultés, les gens de la majorité présidentielle, qui vont, pour l'essentiel, proposer un certain nombre de candidats qui seront sélectionnés sur des bases des critères, des performances, des compétences, moins d'appartenance à des partis politiques ou d'appartenance à des familles. Alors, selon vous, parce qu'on va clôturer ce chapitre, selon vous, quelles sont les priorités du gouvernement Matata? Que doit-il réellement faire pour ne pas perdre du temps? Vous, vous êtes un peu détenteur de cette vision, vous en avez les articulations, vous connaissez les soucis du chef, vous connaissez ce qu'il sait qu'il n'est pas encore fait, peut-être qu'il n'en parle pas tous les jours, mais si vous pouviez souffler un tout petit peu au gouvernement, sans pour autant leur indiquer ce qu'ils doivent faire. Mais dites-moi, vous savez, qu'est-ce qu'ils doivent vraiment, quelles sont les priorités du gouvernement Matata? Non, je n'ai pas ce privilège, malheureusement, de savoir. Le chef est le seul détenteur de la vision et c'est lui qui va les distiller d'ailleurs au peuple. Et le cahier des charges, pour ne pas dire la feuille de route, qui sera celle du Premier ministre, je pense qu'il est en symbiose avec les présidents, donc il n'y a aucun souci. C'est ce que je peux dire, moi, c'est que le président a été élu sur un programme, la révolution de la modernité, qui s'articule autour de 4 axes. C'est d'abord faire de ce mandat un mandat où il y a l'intelligence de l'homme congolais qui sera au centre. L'intelligence, ça veut dire qu'on doit identifier les personnes ressources. Les personnes ressources, comme c'est le cas dans ce gouvernement, qui vont pouvoir désormais piloter la vision du président de la République, qui les concrétise cette vision sur le terrain. Deuxième axe, il faut que notre population, sur le plan en arrière pays, dans l'arrière-pays, c'est-à-dire dans nos campagnes et nos villages, se retrouve autour de ce qu'on appelle les nouveaux villages, pour que l'agriculture soit boostée, de sorte qu'on ne puisse pas mourir de faim. Ce qu'on appelle le grenier. Notre pays doit devenir le grenier. Et ça, il faut une agriculture mécanisée avec des semences, avec des coopératives, etc. Troisième axe, il faut absolument que l'énergie qui fait défaut aujourd'hui, l'eau et l'électricité, c'est pour ça qu'il y a une politique de barrages, d'habitation, etc. Oui, l'énergie, c'est très important. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le rayonnement de notre pays. Un grand pays sur le plan diplomatique qui pèse. Nous avons le sommet de la francophonie, nous avons un certain nombre de rendez-vous très importants. Il faut que notre pays, sur le plan économique, du rayonnement, soit efficace. Et pour cela, on doit stabiliser sur le plan de la paix, consolidation de l'armée, l'efficacité pour que tous ces foyers de tension s'arrêtent. Et naturellement, le social, dont on parle. Parce que dont on s'occupe très peu. Mais je vous ai parlé tout à l'heure du salaire du fonctionnaire qui doit être payé, mais il y a aussi la continuation des hôpitaux, des écoles, la gratuité de l'enseignement. Voici donc un peu l'échantillon de ce que le Premier ministre va avoir comme travail à faire dans les 100 jours qui seront donnés comme quitus, mais au-delà, ça va permettre d'avancer et d'avancer dans les bons sens. Vous êtes optimiste pour le gouvernement Matata? Vous pensez qu'il va relever très rapidement les défis? Oui, le challenge est que l'avantage qu'il a Matata, c'est qu'il connaît. Il était déjà dans la maison, il connaît le point fort, le point qui cloche, comment dire, les points faibles. Mais c'est différent. Il y a une préoccupation par rapport à l'accompagnement par rapport au reste de la majorité présidentielle. On a parlé des chefs de parti, on a parlé de l'ensemble de la population, mais c'est comme si c'était un homme de dialogue, un homme ouvert. Donc, il doit faire collaborer l'ensemble de la classe politique. Tout à fait. Donc, le président parlait d'ouverture, mais apparemment, cette ouverture est renvoyée au calendrier grec. Non. Je pense qu'il n'aurait pas fallu faire une mauvaise interprétation du discours du chef de l'État. Il avait dit qu'il est prêt à travailler avec tout Congolais qui a la passion du Congo. Ça sous-entend qu'il est président de tous les Congolais. Ça, c'est sûr. Mais au-delà de ça, il faut comprendre qu'on est dans un système démocratique, avec des élections. Lorsque vous allez solliciter le peuple, et ce peuple vous donne le mandat, il faut que vous ayez des équipes partageant votre point de vue, quand même,
pour avancer, ne serait-ce que dans la vision qui vous a été accordée par le peuple. Mais cela ne vous empêche pas que les institutions de la République, il n'y a pas seulement le gouvernement. Il y a les cours et tribunaux, il y a les entreprises, il y a énormément de choses. Donc si, par ouverture, les gens devraient comprendre qu'il fallait un premier ministre de l'opposition, il fallait un vice-président de l'opposition. Non. D'abord, la Constitution ne le prévoit pas, qu'il faut partager les gâteaux après les élections. 2, il faut qu'il y ait une synergie dans la manière de gouverner. Et puis 3, il ne faut pas toujours que le même soit toujours reconduit. Moi, je connais des noms qui sont là. Depuis que je suis bébé, on parle toujours des mêmes individus. Mais il faut quand même permettre à cette jeunesse qui monte de montrer de quoi il est capable. Alors, la Cour suprême de justice vient de rendre quelques arrêts d'invalidation des députés. Et quand même, c'est beaucoup, 14 à peu près. Je crois que... quel est votre sentiment? Je suis fier de ma Cour suprême de justice, de notre pays. Pourquoi je suis fier? Parce que ça démontre justement l'indépendance de cette institution. Vous ne pensez pas qu'il y a eu une pression financière, morale, psychologique sur Je ne pense pas certains juges pour que des dossiers soient traités de manière quand on fait une petite orientée? Analyse, Willy Kalengai, une petite analyse très objective. Dans les invalidés, il y a le propre frère de Ngoï Mulunda, son propre frère. Même si on n'aime pas sa famille à ce point, on ne peut pas accepter qu'on puisse invalider quelqu'un de sa famille. Et c'est fait. Il y a un gouverneur comme Bayende de l'Équateur. Et Dieu sait combien il a travaillé pour la victoire du chef de l'État. Il y a des députés comme Koko Chomba, comme Kabeya, comment il s'appelle, Michel Kabeya et les autres. Et puis il y a aussi ceux de l'opposition. Donc c'est pour vous dire que laissons les institutions fonctionner dans notre pays. Si vous êtes dans le bon, vous restez dans le bon. Parce que je sais que pour certains dossiers, il y a eu tellement de bourrage que s'il fallait faire ce qu'on appelle le nettoyage à fond, eh bien, on aurait sincèrement beaucoup d'invalidés. Mais comme les décisions de la Cour suprême ne souffrent... C'est une très bonne réponse. Ça. Non, comment? Disant ça, vous confirmez quand même qu'il y a eu quelques irrégularités. Bien sûr, mais même le chef d'État l'a dit. Qui n'a pas dit qu'il y a eu des problèmes, des irrégularités? Si, il y en a eu parce que c'est la jeunesse de notre CENI. C'est notre CENI, la CENI de la RDC. Avec les moyens de la RDC, l'organisation, l'étendue de notre territoire. Donc il ne faut pas dire les gens de la CENI sont d'un côté et il y a des bons de l'autre qui n'ont regardé que les autres faire de mauvaises choses. Bien au contraire, nous avons tous été derrière cette CENI parce que c'est l'émanation du Parlement. 3 de l'opposition, 4 de la majorité. Alors, au mois d'octobre, il y aura un grand sommet ici, sommet de la francophonie. C'est Nicolas Sarkozy qui vient ou c'est François Hollande? Écoutez, que ce soit Hollande ou Sarkozy, c'est un président français. Moi, je suis du Congo. Le plus important pour nous, c'est qu'on ait un bon président en France qui puisse se préoccuper un tout petit peu des questions africaines. Il y a très longtemps que la France s'est un peu détournée des préoccupations de l'Afrique. On a dit autrefois qu'on ne représentait pas grand-chose en termes d'échanges et que sur le plan géostratégique, nos pays ne représentaient pas encore des enjeux majeurs. Maintenant qu'il y a des matières premières, notamment énergétiques, maintenant que le pays émergent dans la Chine, c'est l'Inde et d'autres s'intéressent à nos pays, nous devenons stratégiquement des pays importants. Donc, il faudra que cette politique africaine de la France renoue un peu avec ce que disait le général de Gaulle autrefois. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La gauche, depuis longtemps, a pu coopérer avec notre pays dans certains domaines. Mais la droite aussi. Rappelez-vous Giscard, hein, c'est grâce aux paras français que la guerre du Chabat, un certain nombre de choses, on a eu la coopération militaire avec Canceta, etc. Chirac a été un bon président qui nous a beaucoup défendus au niveau des institutions internationales, notamment à l'ONU, lorsque notre pays était agressé. Voilà. Que ce soit Hollande
ou Sarkozy, moi je pense que mon cœur pencherait moins